bonjour, bonjour les amis. J'essaie de tenir un rythme hebdomadaire pour ces cartouches qui sont petits exercices de défouloir après une semaine extraordinairement chargée. Alors moi j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai été chez les autres, chez Toxin comme d'habitude, j'ai fait une alerte générale avec les amis Nicolas Vidal et Alexis Poulain sur TVL. J'ai rédigé un certain nombre d'articles et donc là, je profite du week-end. Alors, je ne sais pas si j'aurai fini le montage pendant le week-end. Et si vous n'allez pas euh, pouvoir regarder cette vidéo lundi, mardi ou carrément dimanche, on verra. Toujours est-il que c'est ça les miracles de la technique. Quand on enregistre, on est situé dans le temps, dans le jour où on le fait. Et après, il y a des formes de décalage qui peuvent aboutir à des choses amusantes. Alors, les cartouches, c'est pour dire du mal de tout le monde, se moquer de tout le monde. Il y en a eu tellement dans la semaine qui vient de s'écouler qu'on ne va pas naturellement toutes les reprendre. Et puis, comme je vous l'ai dit, je fais ça à l'arrache. C'est-à-dire que là, je vais activer les partages et puis je vais prendre les vidéos que j'ai mis de côté au fur et à mesure. Donc, je sais à peine ce qu'il y aura dedans et donc on les commentera comme ça. C'est un exercice de détente, j'insiste, dont la portée politique est quand même moins sérieuse que ce que je fais par ailleurs. Bon, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Alors, je voudrais commencer, celle-là je sais parce que j'ai mis trois petites choses de côté. Je voudrais que l'on commence par l'ineffable Catherine Vautrin, qui est la ministre de la Défense. Alors, c'était le cornu qu'il était auparavant, qui avait probablement un peu travaillé la question pour ne pas être ridicule face à l'armée française. Il ne risquait pas d'être ridicule face au chef d'état-major des armes, le SEMA, le fameux Mandon, le CEMAT, armée de terre, le fameux Pierre Schill, et puis il y a un certain Vaujour, qui est le chef d'état-major de la marine. Alors j'avais prévu de faire quelque chose sur lui, mais je ne sais pas si dans mon petit copier des vidéos, il y est. Peut-être. Alors écoutez, ce sera la surprise. Ce sera très court, hein, c'est parce que ce brave marin a trouvé normal devant un journaliste, qui n'est pas n'importe quel journaliste, c'est Fogiel, de mentir comme un arracheur de dents. On parle d'actions qui sont Mhm. sous le seuil de la guerre, mais qui sont des actions qui existent véritablement. Vous allez en Baltique. En Baltique, il y a des câbles Internet qui sont arrachés. C'est ça. Étonnamment, des bateaux qui laissent traîner leur ancre pendant 100 nautiques et qui arrachent des câbles. Et on dit que c'est pas volontaire. Non, Mhm. évidemment, c'est volontaire. On a Nord Stream, le pipeline qui a été coupé en mer Baltique. Mhm. Tout ça, c'est des actions qui viennent déstabiliser des écosystèmes, qui viennent nous tester un peu, qui viennent voir si on va réagir. Et la Marine nationale, elle est prête à Et réagir, la à Marine nous nationale, défendre. elle est prête au quotidien à protéger la France, les Français. Et au quotidien, on a ces actions qui viennent, que l'on a. Ils ont saboté Nord Stream. Tout le monde sait très bien que ce sont les Américains, en tout cas l'OTAN, qui l'ont fait, avec les Norvégiens. Alors on accuse comme ça, parce que ça fait joli dans le tableau, on accuse les Ukrainiens. C'est une opération difficile, complexe, et ce sont bien les Occidentaux qui l'ont réalisé. Eh bien aujourd'hui, voilà ce monsieur qui débarque 2 ans après sur une chaîne sans que le journaliste ne moufle, alors que lui, Fogiel, excusez-moi, il sait très bien que c'est un mensonge énorme. Eh bien, allons-y, ne nous gênons pas. Ces gens sont déshonorés à jamais. On avait le Burkhard, le prédécesseur de Mandon, le général menteur, qui avait inventé une citation de Vladimir Poutine, et maintenant on a le marin Vaujour, qui est également un amiral menteur. Bravo, et continuez comme ça, c'est parfait. Bon, alors commençons par Madame Vautrin, nullité absolument stratosphérique. Alors, on va préciser qu'elle est en train de faire une conférence de presse après la rencontre entre Zelensky et Macron.
qui, après force papouille, ont annoncé que l'Ukraine s'engageait à acheter 100 Rafales dans les quelques années qui viennent et Macron que la France s'engageait à les lui vendre au travers d'une lettre d'intention. J'ai dit dans plusieurs endroits ce que je pensais de cette lettre d'intention, c'est l'autre nom de la lettre au Père Noël. Tout ceci est une farce totale. L'Ukraine n'a pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de lui financer cet achat, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. L'Ukraine achète des armes avec l'argent qu'on lui donne. Bon, et qu'on ne reverra jamais, évidemment. En ce qui concerne les Rafales, c'est quelque chose de très compliqué. Le plan de charge de l'assaut rend probablement ça possible dans les 50 ans qui viennent. Enfin, je caricature, mais pas tellement. Mais en matière de caricature, Vautrin, elle s'y entend. Écoutons-la. Tout d'abord, celui de notre soutien à l'Ukraine. Je veux le redire avec beaucoup de clarté, nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Alors ça, juste aussi longtemps qu'il le faudra, ça ne veut rien dire. C'est quoi le faudra? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on en attend de ce soutien onéreux, politiquement très coûteux, parce qu'on est en train de se ridiculiser à l'échelle du monde. Hein. Je voudrais qu'elle soit en mesure de nous expliquer ce que signifie cette phrase stupide, aussi longtemps qu'il le faudra. Ah bon, très bien. Bon, ben, elle va rien expliquer du tout, on s'en doute, mais elle va accomplir un exploit qui va lui rester pendant très longtemps, en tout cas je l'espère. L'Ukraine est en première ligne d'une guerre d'agression que lui a imposée la Russie. Depuis la première heure, elle peut compter sur une solidarité européenne qui est à la fois constante et concrète. Et le président Macron recevra d'ailleurs M. Zelensky, Alors on va revenir encore un petit peu parce que c'est grandiose, quoi. Recevra d'ailleurs M. Zelensky, Volinsky, mon pauvre Georges, qui était un dessinateur, j'utilise l'imparfait parce que le malheureux a été assassiné en 2015 à Charlie par les frères Kouachi. C'était quelqu'un que j'ai eu le plaisir de croiser parce que effectivement, Georges Volinsky a été dessinateur à l'UMA. En 1977, ça avait fait grincer des dents dans le milieu de Harakiri et de Charlie. Ça a duré un bon moment. Il a publié, enfin, il y a eu un recueil de ses bouquins dont vous avez à l'écran la couverture. C'est du Volinsky absolument tout craché. Puis moi, j'ai une grosse tendresse pour lui, au-delà du plaisir que j'ai eu à le rencontrer à ce moment-là. Le plaisir que j'ai eu avec le dessin que vous voyez également à l'écran. Alors, il ne l'a pas fait pour moi, hein, vous vous en doutez bien. Hein, d'abord, je n'étais pas si vieux. En 77, j'avais 27 ans. Hein, voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il a une certaine saveur. Bravo, Madame Vautrin. Alors, le problème, c'est que après cet exploit, on s'est posé la question et qu'il apparaît qu'effectivement, elle n'est pas à son premier, je sais pas, à sa première catastrophe, parce que j'ai l'impression que nous avons affaire à une sacrée récidiviste. Bon, là, elle est interrogée sur la loi sur l'euthanasie, à l'élaboration de laquelle elle a participé. Là, elle fait un petit compte-rendu. Écoutez bien, là, on est vraiment, vraiment en altitude. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est effectivement cette notion de fin de vie sur laquelle nous consultons avec des éléments très importants. Le premier, c'est bien évidemment le consentement de la victime. C'est pas beau ça, le consentement de la victime. C'est fantastique. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Je ne suis pas du tout freudien ni intéressé par la psychanalyse, mais là, quand on assiste à ce genre de choses, on pourrait penser que l'inconscient existe. Je sais que, y compris parmi nos auditeurs, il y en a qui le pensent, mais enfin, c'est pas la question parce que c'est extraordinaire. Alors, elle se raccroche aux branches, c'est absolument horrible. Qui est absolument de la victime. Pardon. Étonnant dans la lapsus. Pardon, ouais, pardon, tu pas de la patientes. victime.
le consentement du patient, excusez-moi. Eh bien oui, chère madame, eh bien oui, chère madame, l'euthanasie, c'est le droit donné à l'État de rentrer dans les chambres des malades, de rentrer dans les chambres des familles pour mettre en œuvre une décision étatique de donner la mort à quelqu'un. Ce sont des questions compliquées, hein, ce sont des questions compliquées, l'acharnement thérapeutique, la question des moyens qu'il faut pour la mise en œuvre des soins palliatifs, mais euh, dans la tête de ceux qui ont été à la manœuvre pour cette loi, hein, je pense que le fait que spontanément on nous parle de victimes, ça n'est absolument pas dû au hasard. Encore bravo, Madame Vautrin. Ah bah tiens, on va passer à un petit laquais du système macroniste. Là, c'est la mise en regard de deux interventions montre bien, comment dire, la lâcheté, la servilité, comment c'est une valeur qui est quand même chez certains extrêmement partagée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Jérôme Marty, le docteur Jérôme Marty, très présent sur les réseaux, grand donneur de leçons de morale, grand donneur de leçons de maintien, qu'est-ce qu'il nous dit au début de la pandémie à propos des prescriptions et des prises de position du savon, je voulais faire une blague et puis c'est moi qui ai fait un lapsus, du savon de Marseille, Raoult et l'hydroxychloroquine. Alors voilà comment ce monsieur nous valide l'usage de cette médication. Il y a un élément qui est important que je tiens à vous donner. Il y a quelques minutes, le professeur Didier Raoult, qui dirige l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, Méditerranée Infectiologie, vient de dire que les Chinois avaient mis en évidence que le virus était sensible à la chloroquine. Ça répond in vitro à tous les coups. Ça veut dire Donc quoi? on savait déjà que ça agissait sur le SARS-CoV. Il y a des années, on l'avait vu, ils ont fait du repositioning, c'est-à-dire qu'ils ont pris d'anciennes molécules qui présentent aucun risque et ils les ont testées sur le virus. Et ça fonctionne à la chloroquine. Donc il le dit lui-même dans une vidéo qui titre « Fin de partie ». Et il dit que ça serait l'infection respiratoire la plus facile à traiter puisque répondant à la chloroquine. Expliquez-nous comment ça fonctionnerait pour soigner alors. C'est un antipaludène synthèse. Donc ils l'ont essayé, si tu veux, ils l'ont essayé sur le virus et in vitro, le virus répond à la chloroquine, c'est-à-dire que avec 500 mg de chloroquine pendant 10 jours, on guérit et on améliore grandement, dit-il dans sa vidéo, l'infection. Donc on est sur une piste qui est une piste non négligeable et très importante et à suivre. Et c'est une molécule qui est utilisée pour quel type de pathologie habituellement? Le paludisme. D'accord. Donc on aurait trouvé une molécule qui pourrait nous prémunir de ce virus. Voilà, alors Donc il n'y aurait pas besoin de vaccin? Il faut rester prudent, mais si on en croit la vidéo de Didier Raoult mise en ligne encore une fois cet après-midi, ils sont sur une... On peut le prendre au sérieux. Oui, on veut oui. C'est pas joli ça, hein, on a vu, bon, dites c'est Raoult, hein, c'est Raoult. Bon, sauf que le Jérôme Marty va virer sa cutie. Oups, pardon. Oui, il va virer sa cutie parce qu'il va complètement changer de bord. Je ne sais pas pour quelle raison précise. J'ai quelques idées à ce sujet concernant l'envergure du personnage et le système Macron. Et puis voilà, on le retrouve quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, s'étant mis au service du système Macron. Pour quelle contrepartie, ça je n'en sais rien et je ne proférerai aucune accusation, mais à ce point, vous allez voir, c'est quand même rigolo. Et puis, donc, comme sa polémique ferme toujours autour de lui et que ce changement de pied est diversement apprécié sur les réseaux, oh là 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 là, il va se plaindre et il va se mettre à la pleurniche. Écoutons-le dans un débat avec Macron. Et sur la médecine. Pourquoi ? D'abord, au début du Covid, le complotisme était artisanal. C'était quelques individus bien connus, qu'on avait connus pendant la grippe H1N1, qui ont commencé à lancer des théories farfelues. Et puis, ils ont... Ah, le complotisme. Eh oui, mais c'est le vôtre, monsieur Marty, le complotisme. Hein, si je comprends bien, parce que au début, ce qu'on avait dit du virus H1N1, etc., vous avez participé au complot, semble-t-il, au complot des complotistes. Bon, continuons. Industrialiser cette réponse. Ils ont créé des associations, ils ont créé des structures véritables qui leur ont rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont eu des avocats qui ont fait des
qui leur ont rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tiens donc. Et bon, ben, euh, je l'ai dit, moi, je n'ai aucune espèce d'accusation à formuler, aucune information à donner de ce point de vue. Voilà, simplement, j'ai des doutes, hein. Il n'y a pas que les associations dont vous parlez qui ont touché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On verra. Actions de groupe qui ont gagné des millions d'euros là-dessus. Il y a eu de fausses presses, type François, blog complotiste bien connu, M. Azalmer, c'est une voix, qui vraiment a porté cela et l'a diffusé. Et nous nous sommes fait attaquer. On était en quelque sorte une petite troupe de médecins et de chercheurs. On avait fait un shadow cabinet à l'époque scientifique. Un shadow cabinet scientifique, celui qui vous a amené à venir sur les plateaux dire que l'hydroxychloroquine, comment que c'était pas trop formidable? Bravo. Pour combattre ce complotisme, on a été menacé de mort. J'ai personnellement eu un garde du corps pendant 2 ans. J'ai eu des milliers et des milliers de menaces de mort, reçu des balles à la clinique dont je m'occupe, groupement clinique indépendante, une des dernières aussi. J'ai eu des centaines de milliers de menaces. Le hashtag Des centaines de milliers de menaces, ben dis donc, c'est toute une armée qui a fait ça, alors si on comprend bien, hein, qui s'est attaqué aux grands, comment dire, aux grands médecins qui félicitaient à ce point Didier Raoult. a été en tête des tendances Twitter France plusieurs fois, notamment le week-end, et on a fait face. On a fait face pourquoi, Monsieur le Président? Simplement parce qu'on est médecin. Alors pourquoi j'ai fait un focus sur ce personnage qui ne mérite pas trop d'attention, mais c'est parce qu'il est très caractéristique de la façon dont cela fonctionne. Il est venu, dans un premier temps, avec armé de sa bonne foi, dire un certain nombre de choses. Je ne pense pas qu'il a fait ses premières prises de position relatives aux préconisations de Didier Raoult. Mais après, il a été récupéré, et là, il fonce parce que il sert un maître. Quoi. Il sert un maître pour des raisons obscures. Bon, exit Jérôme Marty, qui véritablement est un personnage peu recommandable. Alors, tiens, justement, illustration des raisons pour lesquelles certains, non pas se soumettent, mais se mettent au service du système, parce que aller à l'encontre de celui-ci, ça peut présenter des risques assez importants. Voyons ce qui est arrivé à ce journaliste italien qui s'était permis non pas de faire preuve d'insolence, mais de poser de bonnes questions. You have been repeating several times that Russia should repay for the reconstruction of Ukraine. Do you believe Israel should repay for the reconstruction of Gaza, since they have destroyed almost all the strip and the civilian infrastructures? Thank you. Thank you, Gabriele. It's definitely an interesting question on which I would not have any comment at this stage. C'est à la Commission européenne, c'est une question de pur bon sens, hein, c'est tout le débat sur la saisie illégale des avoirs russes, puis qui serait une catastrophe pour le système financier international, et comme d'habitude, ce serait une mesure qui se retournerait contre nous, comme d'habitude. Donc voilà, il pose cette question en disant, bon, écoutez, voilà, on veut que la Russie reconstruise ce que leur a détruit en Ukraine. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer la même mesure pour Israël après ce qu'il a fait à Gaza? Et lorsqu'on voit les résultats de ce qu'Israël a fait à Gaza, Israël a totalement détruit toutes les capacités d'hébergement et de vie de 2 millions de Palestiniens, parce que c'est ça l'histoire. Hein. Ce n'est pas des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Ce sont 2 millions de Palestiniens qui sont sous détente dans une enclave complètement détruite. Ah ben, vous allez voir le résultat. Credo che nel nostro paese ci sia una costante erosione della libertà di stampa, della libertà d'espressione. 3 settimane fa ero alla conferenza stampa di mezzogiorno che la Commissione europea organizza tutti i giorni. Ho chiesto alla Commissione europea, dato che comunque da tempo parlavano di far pagare alla Russia per la ricostruzione dell'Ucraina, ho chiesto se ritenessero che anche Israele avrebbe dovuto ripagare per la ricostruzione di Gaza, dato che
è un fatto, la maggior parte della striscia di Gaza è stata rasa al suolo. Mi è stato fatto sapere dalla mia agenzia che la domanda non era stata apprezzata. Lunedì 27 ottobre ho ricevuto una lettera in cui mi si comunicava l'intenzione di interrompere il rapporto di collaborazione. Le motivazioni, sì, mi sono state esposte telefonicamente nei giorni precedenti alla lettera, e poi a questo punto le motivazioni sono state anche rese pubbliche nella lettera, nella nota che Agenzia Nova ha inviato a Fanpage, dove si sostiene che la mia domanda sia tecnicamente sbagliata. La Commissione europea poi ovviamente era libera di rispondere liberamente. Se avesse ritenuto la mia domanda infondata, mi avrebbe sicuramente risposto che la mia domanda era infondata. Quindi ritengo che se non l'ha fatto, questo insomma qualcosa vuol dire. Eh bien voilà, oui, effectivement, il faut être courageux pour pouvoir s'exprimer librement. C'est de plus en plus difficile. Euh, Si je prends mon cas personnel, moi j'ai un statut qui est de ce point de vue relativement protecteur parce que je suis désormais avocat honoraire, donc je touche, et c'est bien mérité, une pension de retraite, mais malgré ça, alors j'ai vos contributions, j'ai vos engagements, etc. Mais ce qui me donne les moyens matériels de faire ce boulot, et puis vous le savez, je suis extrêmement modéré, je suis extrêmement nuancé, moi je ne prends pas les gens à partie, n'est-ce pas, hein? Je reste toujours dans d'étroites limites, non mais malgré ça, malgré cette liberté que me donne ce statut actuel, eh bien, je suis l'objet de procédures bâillons permanentes. Permanentes. J'ai deux procédures devant le Conseil de l'ordre, j'ai une procédure en diffamation, j'ai une plainte pour apologie du terrorisme, ça on peut faire mijoter ça longtemps, hein, qui avait été articulée à une des procédures contre le devant le Conseil de l'ordre, pardon, c'est très énervant. Alors bon, ça va pas m'intimider, parce que je connais la musique quand même, hein, et je suis équipé pour me défendre, mais c'est quand même très chronophage, c'est ça qui est pénible. Et puis bon, j'ai besoin effectivement, de m'équiper, ça implique des frais, ça implique des dépenses, mais bon, c'est le prix à payer pour la liberté, c'est le prix à payer pour pouvoir continuer à mener le combat. D'ailleurs, à ce sujet, je reviendrai vers vous pour vous donner sur ces procédures les éléments relativement détaillés, en particulier de la procédure en diffamation, parce que je vois bien avec ce qui est en train de se passer pour la procédure, dont je vous rappelle qu'elle viendra pour fixation le 5 janvier prochain, c'est-à-dire dans pas si longtemps, et que l'objectif est effectivement de taper à la caisse. Hein, de taper à la caisse. Donc, certes, c'est de la loi sur la presse, de la loi de 1881, mais je doute que l'on m'envoie en prison. Mais on peut essayer d'obtenir des condamnations pécuniaires ou des dommages d'intérêt importants. Bon, écoutez, on en reparlera, c'est pas le sujet aujourd'hui. Allez, maintenant on va passer à Gluglu. Le cher Gluglu qui a fait une émission de télévision, je n'ai pas regardé, il faut quand même pas déconner, où il s'est accroché avec Éric Zemmour, le débat des géants. Mais Gluglu, c'est l'agent américain. Alors certains disent agent de la CIA. J'ai vu quelque chose qui me dit, tiens, ça c'est un indice. Il y a Rudi Reichstadt qui est monté au créneau pour le défendre. Ah, tiens, tiens, tiens. Hein, probablement, entre collègues, on se soutient, n'est-ce pas, mon cher Rudy? À propos, faudra penser à rembourser l'argent du fonds Marianne. Hein. Bien, donc, oui, Gluglu, c'est un nouveau Macron est possible. On va quand même rappeler, marteler, vous connaissez Castelnau, il radote complètement, il est atteint de sénilité profonde, et il vous dit en permanence qu'en 2017, c'est un coup d'État qui a installé Emmanuel Macron au pouvoir, auquel la magistrature française a participé, et que ce coup d'État a été initialement organisé par les socialistes. La haute fonction publique socialiste qui a choisi Macron, et ensuite les médias et les dirigeants du Parti socialiste. Hein, c'était le candidat
qui n'avait pas le label officiel, mais ça faisait rigoler tout le monde. Tous les éléphants étaient derrière lui, hein. Et d'ailleurs, il avait été ministre socialiste nommé par Hollande et de l'économie, secrétaire général adjoint de l'Élysée, petit chéri d'Attali, socialiste, qui a été conseiller de Mitterrand pendant des années, Jean-Pierre Jouyet, tout aussi socialiste, bien qu'il ait quand même aussi été ministre de Sarkozy, encore bravo. Bien, donc, les socialistes, ils sont un peu embêtés là, parce qu'ils ont leur candidat de 2017, le président installé par eux, pour eux, les socialistes néolibéraux, et donc ils savent bien qu'en 2027, il va falloir trouver une autre solution. Alors, on a eu une idée, on va demander à Gluglu. Hein, on va demander à Gluglu, et qui est une nullité politique, au très très lourd passé, euh, c'est-à-dire qu'il a une trajectoire en Géorgie. Sa première femme a été ministre de l'Intérieur en Géorgie, liée à des opérations de répression et des opérations de corruption. Puis ensuite, elle a émigré, quand il y a eu un changement de gouvernement, elle a émigré en Ukraine pour faire la même chose. Ça, c'est formidable. Elle était géorgienne, mais elle est devenue ministre de l'Intérieur de l'Ukraine. Et puis un jour, elle allait prendre à l'aéroport de Kiev, elle allait prendre un avion pour la France. Alors, dans mon souvenir, je crois qu'elle était enceinte, et puis c'était pour venir accoucher en France. Mais ça, j'en sais rien. Et puis, je retiens pas ça. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle a été arrêtée à l'aéroport de Kiev avec 6 millions de dollars en espèces. Hein, l'ex-Madame Gluglu. Alors, je ne sais pas si à l'époque, elle était déjà ex. Enfin, peu importe. Toujours est-il que ce personnage est particulièrement douteux, mais il est soutenu. Il est soutenu. Il y a eu une grande réunion avec les sociodémocrates, de grands progressistes, amis des couches populaires, Cazeneuve, on avait un Guillon qui était là naturellement, le, entre guillemets, prix Nobel d'économie, et il y avait, ben, il y avait la limace, il y avait François Hollande aussi qui était là, et lui, il plastronnait, et puis il y a la fameuse histoire des journalistes, de Patrick Cohen, de Thomas Legrand, qui sont à la manœuvre, qui ont dit on va mettre le service public français, payé par tous les Français, on va le mettre au service de la candidature de Gluglu. Hein, c'est ça. Bon, alors Gluglu, il a fallu le ripolliner un petit peu. Hein, et le problème, c'est que Internet n'oublie rien. Et donc là, bon, il a été interrogé pour savoir ce qu'il pensait de ce qui se passait à Gaza et si on était en présence d'un génocide. Voilà ce qu'il répond, ce brave garçon. Je vais vous expliquer pourquoi moi, personnellement, je n'emploierais pas ce terme de génocide. Parce que j'ai toujours été extrêmement précautionneux dans l'emploi de ce terme. On est vraiment dans une politique qui vise à rendre les Ouïghours d'abord minoritaires dans leur propre région et ensuite à les effacer. Parce que sinon, je ne sais pas comment on qualifie l'extermination des Tutsis du Rwanda ou des Juifs d'Europe, parce qu'il y avait une extermination du premier au dernier. J'espère que l'Assemblée nationale va se hisser au niveau de ce moment historique et reconnaître le génocide qui vise les Ouïghours en Chine. Je vais vous expliquer Eh bien, dites donc, là on est dans l'infect. On est dans l'infect. Alors, je vais revenir sur ce qui se passe à Gaza. Il prend des comparaisons. Quand il dit la Shoah, qui me révulse, hein, soyons clairs, l'extermination des Juifs, c'est que on va au bout. Et il dit on tue tout le monde. Ben non, on n'a pas tué tout le monde, et fort heureusement d'ailleurs. Hein, dans l'Holocauste organisé industriellement par les Allemands, nos chers amis allemands, je rappelle au passage, parce que ma vieille germanophobie n'est jamais loin, c'est que tous les dirigeants allemands, von der Leyen, Merz, je prends que ceux-là pour l'instant, hein, parce que c'est ceux qui sont sur le devant de la scène, ce sont tous des
petits-enfants de dignitaires nazis. C'est intéressant, toujours ce genre de référence. Bien, toujours est-il que les Tutsis, oui, il y avait la volonté de massacrer en masse les Tutsis, peut-être de les éradiquer, c'était cette volonté. Et c'est bien ce qu'a intégré la Convention de 48 sur le génocide et la prévention du génocide, signée par Israël. C'est l'intention génocidaire. L'intention génocidaire, alors il y a tout un tas de critères qui sont relatifs aux actes qui sont accomplis, et il y a la notion d'intention génocidaire. Or, il est clair que le système israélien actuel a cette volonté d'éradication, d'épuration ethnique et d'extermination. Oui, oui, c'est ça un génocide. C'est pas tuer tout le monde, le génocide. Hein, ça, c'est également le raisonnement. Ça ne m'étonne pas la proximité de Ruffin avec Glu-Glu, c'est-à-dire que lui, Ruffin, on lui dit génocide. Non, non, attendez, je sors ma calculette, tic-tac, tic-tac. Donc, le génocide de Gaza, il y a débat. Alors, bon, les spécialistes du génocide, je pense à Omer Bertov, qui est un spécialiste israélien mondialement reconnu, qui dit quand je suis spécialiste du génocide, quand j'en vois un, je sais le reconnaître. Il y a les 600 spécialistes mondiaux qui se sont prononcés sur la base technique, éthique, morale. Bon, moi, je me détermine à partir de la dimension juridique, et la dimension juridique est irréfutable. On est en présence d'un génocide, et fort heureusement, hein, on n'est pas à des millions de personnes exterminées, comme ça a été le cas pour l'Holocauste. Bon, donc, Monsieur Glucksmann, votre raisonnement pour ne pas utiliser le terme de génocide ne tient pas. Mais ce qui est pire, et ce qui est ignoble au bout d'un moment, c'est que il dit je l'emploie avec précaution, et il l'a immédiatement employé contre les Chinois pour un soi-disant génocide ouïghour. Pour un soi-disant génocide ouïghour, on ne va pas tourner autour du pot. À cause des manipulations du djihadisme par les Occidentaux en général et les Américains en particulier, on n'a pas été mauvais non plus, hein, quand Laurent Fabius, à propos d'Al-Nosra, disait que il faisait du bon boulot, hein, parce qu'ils étaient contre Assad. Toujours est-il qu'il y a eu des problèmes graves de terrorisme lourd au Xinjiang, et les Chinois sont intervenus. Il y a eu une répression, c'est tout à fait exact, mais quiconque va au Xinjiang mesure que c'est totalement faux, c'est totalement bidon. Et au contraire, ils ont fait un énorme effort de développement, mais lui, il n'a pas eu d'état d'âme. Hein. Là, génocide. Pourquoi? Parce que c'est contre les Chinois, parce qu'il est au service des États-Unis. Appointé ou pas par la CIA, mais c'est exactement le profil de ce type. J'espère que on pourra éviter la catastrophe de l'arrivée de ce gars en 2027. Le problème étant que, en ce qui concerne l'élection de 2027, on a déjà mis hors circuit Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, ça ne va pas être facile, hein. Il y a l'affaire pénale où Sofia Chikiro a été mise en examen, etc. Moi, je vois arriver les complots. S'il y a quelqu'un qui se détache, s'il y a quelqu'un qui apparaît comme anti-macroniste, susceptible d'être élu à la présidence de la République en 2027, c'est clair qu'il sera liquidé judiciairement. Mais c'est clair, où il y aura des tentatives de le faire, comme ça s'est passé en Roumanie, où on a eu une forfaiture juridique et judiciaire délirante à la demande de la France, avec une intervention de la France, et que tout le monde trouve ça normal. À commencer par Glu-Glu. Glu-Glu, il était interrogé sur les Russes. Alors, il a ses haines rabiques, hein, les Chinois, les Russes, tout ce qui est contre les États-Unis, hein, il va vomir sa haine. Et il avait dit, mais vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie, la Cour suprême a dû annuler les élections. La Cour suprême n'a pas annulé les élections, menteur. Elle a interrompu un processus démocratique. Elle n'avait pas la compétence, elle n'avait pas le droit, et elle a dit, j'arrête le processus électoral. Hein. Et ensuite,
Donc l'élection n'a pas pu se tenir parce qu'on a envoyé les flics dans les bureaux de vote, on les a fermés, etc. Donc statutairement, elle n'avait pas cette compétence. L'Union européenne a applaudi. Et puis quand il y a eu de nouvelles élections qui ont été organisées, comme par hasard, le candidat favori qui aurait dû être élu au premier scrutin, eh ben, on l'a empêché de se présenter. Alors, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas cette tentation pour les élections de 2027. Donc, si vous venez me dire aujourd'hui, mais attendez, c'est impossible que Glucksmann, mais si l'élection est régulière, celle de 2017 n'a pas été régulière. Après ça y est, je reprends mes radotages, je vous l'avais dit, démence sénile pour ce qui me concerne. Après la primaire de la droite, eh bien désolé, Fillon était le grand favori, et Fillon, on l'a liquidé par les voies judiciaires. Et puis c'est tout. Donc, et on a permis ainsi l'élection d'Emmanuel Macron, en truquant le scrutin pour faire apparaître Macron au deuxième tour, que personne ne connaissait. On n'a pas pu voter pour Macron parce qu'on était d'accord avec son programme et tout ça, c'est de la blague. Non, on a voté pour Macron parce que en face de lui, il avait Marine Le Pen, et qu'à cette date-là, à ce moment-là, l'élection de Marine Le Pen au deuxième tour était impossible, électoralement et politiquement, c'est incontestable. Donc c'est la raison pour laquelle, même si on n'aime pas Fillon, même si je n'aurais jamais voté Fillon, soyons clairs, eh bien, il n'a pas été président de la République. Donc, quand on dit un autre Macron est possible, c'est un autre coup d'État est possible pour nous fourguer cette espèce de voyou politique. Bon, alors maintenant, on va revenir sur une vidéo que j'avais déjà publiée, il me semble bien, dans la cartouche 52. Cette vidéo assez extraordinaire qui se passait à Pokrovsk, en mode guerre du 21e siècle, où on voyait une espèce de bricolage assez incroyable, comment se passe la guerre maintenant. Et donc, ça a donné lieu à beaucoup de commentaires dans le brouillard de Pokrovsk, c'est imprononçable. Je crois que ça, c'est le Pokrovsk, c'est le nom ukrainien, puis il y a le nom russe, qui est encore plus imprononçable, donc je garde le nom ukrainien. C'est absolument pas un choix politique quel qu'il soit, non, c'est le mot qui est le plus facile ou le moins difficile à prononcer pour moi. Bon, donc voilà cette vidéo, parce que j'ai eu la véritable vidéo, j'ai pu la récupérer, et effectivement, elle donne certaines explications. Bon, alors tout s'explique. Bon, c'est une bêtise que j'ai trouvée sur les réseaux, mais qui m'a fait rire. Et donc, c'est l'explication qui donne la clé des avancées russes dans la guerre en Ukraine. Bon, donc voilà, petite blague, petite farce au milieu de cette émission. Voyons maintenant, tiens, une autre farce. Bon, ça tombe bien parce que là, c'est vraiment, effectivement, c'est du même niveau, le contenu, s'entend, c'est du même niveau que ce qu'on vient de voir juste avant.
tout y est, quoi. Tout y est, l'obscénité. Les papouilles, d'abord. On fait ça devant des militaires, des aviateurs, avec un avion. Alors, je sais pas comment, si c'est un fond d'écran ou j'en sais rien, hein, pour montrer. Puis on brandit la lettre d'intention. La lettre d'intention, je l'ai déjà dit. Ailleurs, c'est l'autre nom de la lettre au Père Noël, mais petit dégagement juridique. Un contrat, c'est l'accord sur la chose. Accord sur le prix, hein, donc avec des engagements réciproques, avec des dates, avec la façon dont ça se passera, des conditions suspensives éventuellement. C'est ça un contrat. Une lettre d'intention n'a aucune espèce de valeur juridique obligatoire. C'est un engagement. Alors on peut effectivement faire des négociations et on peut les rompre quand on veut, tant qu'on n'est pas engagé par le contrat, mais bon, on doit respecter des formes pour cette rupture des négociations. Mais en aucun cas, on peut dire aujourd'hui que l'Ukraine s'est engagée véritablement avec des conséquences si jamais elle ne remplissait pas ses engagements d'achat, hein, et on ne peut pas dire que la France s'est engagée de son côté à vendre ses avions de façon obligatoire. Hein. Donc c'est une farce. Alors après, il y a les aspects techniques, il y a un certain nombre de gens, il y a l'influenceur de YouTube Chouette qui est venu expliquer, il y a les réactions d'assaut, il y a le fait que c'est absolument impossible. C'est au-delà de la dimension juridique, matériellement, ça n'est pas possible. Quant aux deux zigotos qu'on voit sur cette petite vidéo, alors normalement, en 2027, Monsieur Macron devra avoir dégagé, si possible avant, mais ça, je ne me fais pas d'illusions. Et après 2027, il va bien falloir qu'on trouve le moyen pour l'envoyer en tôle. Quant à l'autre zigoto, le gars qui a détourné des milliards, parce que ce n'est pas des centaines de millions, hein, comme ses petits copains qui sont tous partis à l'étranger, non, ce sont des milliards. Même, j'ai vu une vidéo dans laquelle il dit, écoutez, on a eu 75 milliards, hein, il y a 40 milliards qui se baladent, on ne sait pas où ils sont. Ben oui, c'est vrai. Alors, rétrocommission, c'est une blanchisseuse, hein, de l'argent, de la corruption occidentale, que le conflit en Ukraine. Donc, c'est véritablement une honte. C'est une honte. Les Ukrainiens, c'est leur problème avec Zelensky, mais nous, ce président que les socialistes nous ont mis à l'Élysée en 2017, mais c'est vraiment tellement infect et il faudra tellement qu'ils payent ce qu'ils ont fait à la France, parce que quand on voit l'état dans lequel le kéké de l'Élysée a mis notre pays, véritablement, il faudra le leur faire payer et le plus cher possible. Tiens, on va parler de cette corruption. Alors, on vient d'en parler juste avant, mais c'est intéressant quand même. Et puis alors, il y a le général Chauvency, qui est quelqu'un d'intéressant, bon, qui prend des précautions, toujours un peu comme Kempf sur les réseaux. Ils essayent de garder une certaine neutralité, mais en tout cas, ils se démarquent des ganaches, hein, des Yakovlev, Paloméros et autres. Et donc, il franchit une petite ligne rouge. Hein, je ne sais pas comment ça lui sera compté, mais moi, ça m'a bien fait rire. Voilà. Alors, Timur Mindich, hein, le grand homme d'affaires ukrainien, qui était un des financeurs de Zelensky depuis longtemps d'ailleurs, avec Komolowski, mais je crois qu'il est en tôle celui-là, hein, parce qu'il il a dû y avoir des problèmes de répartition de l'argent volé avec Zelensky. Donc Timur Mindich, il s'est barré parce que le SBU ukrainien, qui est totalement dirigé ou manipulé par la CIA, par les intérêts américains, dans peut-être la perspective d'une liquidation le jour venu de Zelensky, ont lâché un peu sur ces questions de corruption qui sont connues, anciennes, prouvées, avec les Pandora Papers. Toujours est-il que bon, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, et quelque chose qui a été rendu public. Il y a un commanditaire, il y a des raisons pour ça, mais ce qui est amusant, c'est la façon dont ça se passe et les réactions de ceux qui sont pro-ukrainiens
excité, et en particulier la chaîne que tout le monde appelle LCU, la chaîne ukrainienne, hein, qui est LCI, qui ne parle que de ça et qui fait défiler tous les crétins, tous les menteurs, tous les imposteurs sur son plateau, dans des émissions animées par, excusez du peu, mais je vais parler de lui tout à l'heure, Rochebain et Pujadas, les deux catastrophes du PAF. Et encore une fois, c'est un ami, un proche. Voilà, et encore une fois, c'est un ami et c'est pas n'importe quel ami. C'est celui qui l'aidait à faire de la production, donc c'est un ami intime. C'est pas quelqu'un qui était lointain. Et qui n'est pas arrêté, avec qui il faisait qui du encore business. une fois fuit voilà. en Israël avant son arrestation. Et donc la Au moins, question il est qui va se sûr de poser, ne pas être extradé. vous imaginez, en plus c'est du pain béni pour aujourd'hui Vladimir Poutine qui va dire mais vous voyez, je vous avais dit, c'est des packs de corrompus, sont des sionistes, ils sont malvenus, il faut qu'on renverse tout ça et qu'on fasse le grand nettoyage. Alors on écoutera Maria Zakharova, la porte. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, bon, tout d'un coup, on prend des grands airs. Ah, c'est un proche de Zelensky, mais on le savait, tout ça est parfaitement connu, parfaitement notoire. Je note que, ah ouais, c'est pain béni pour les Russes, sans blague. Sans blague. Ils le disent depuis le début. Hein. Je dis pas qu'il se passe rien en Russie, qu'il n'y a pas eu des problèmes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de militaires qui se sont retrouvés au trou il n'y a pas si longtemps. Puis c'est la même chose en Chine. Parce qu'ils ont des problèmes comme dans toutes ces sociétés développées et complexes. Ils ont des problèmes de corruption, hein, les tigres et les mouches, comme dit Xi Jinping, mais ils les répriment. Et là, j'ai trouvé ça fantastique, c'est que tous les pro-Ukraine sont montés au créneau en disant, vous avez vu, c'est formidable, hein, il y a de la corruption, mais on en parle. On en parle, si ce n'est pas la preuve que c'est une grande démocratie, c'est quand même fantastique. On en parle et ça sert à quoi, hein? Personne n'est en prison sur cette partie-là, hein, parce qu'ils sont tous partis à l'étranger. Umerov s'était réfugié, il était en déplacement pour le compte du gouvernement ukrainien, puis il est resté là-bas. Hein, il est resté en Turquie, puis hop, il est passé au Qatar. Ils ont tous des comptes là-bas. Moi, j'avais vu quelque part, sans que personne ne le démente, qu'il y avait un virement de 50 millions de dollars par mois pour Zelensky dans un compte, sur un compte, pardon, ou dans un compte, peu importe, en Arabie Saoudite. Je n'ai pas la preuve, mais bon, c'est ensuite passé un peu sous les radars, tout ça. Donc, mais on ne part pas nulle part quand on est à Kiev, mais pas qu'à Kiev. C'est-à-dire qu'il y a un problème, et c'est le général Chovancy, mais je vais en dire un mot, qui va dire qu'il commence à en avoir marre. Parole du ministère des Affaires étrangères, parce que bien évidemment, elle est montée au créneau sur cette affaire. Je voulais votre sentiment, général Chovancy, sur ce mal incurable, mais qui peut coûter très cher. Alors d'abord, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que c'est un truc qui commence à m'agacer. Ça fait un certain nombre de fois qu'on voit des grands délinquants financiers qui trouvent refuge en Israël et qu'on n'arrive pas à les récupérer pour leur faire payer leur délinquance. Et là, je trouve quand même qu'il y a une zone de non-droit sur laquelle on devrait se poser. Oui, mais c'est le droit des pays, là, pour le coup. D'accord, mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est encore une nouvelle fois. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est extraordinaire. Le journaliste qui se précipite, parce que vous vous rendez compte, le CRIF va être contrarié. Hein, donc, on ose critiquer Israël. Oui, parce qu'il y a un problème de fond dans la fameuse affaire de l'escroquerie à la taxe carbone, qui a coûté des centaines de millions d'euros à notre pays, mais tout un tas d'affaires importantes, de gangstérisme international, et d'ailleurs sur l'affaire de la taxe, de l'escroquerie à la taxe carbone, il semble que il y ait des proximités entre Netanyahou, qui est toujours poursuivi dans son pays pour corruption et escroquerie, je crois, je ne me rappelle plus exactement des incriminations, mais pour l'instant, comme il est Premier ministre en exercice, on peut pas, il a une forme d'immunité, que Meir Habib aussi avait des proximités qui sentent pas très bon. Enfin bon, je les accuse pas, hein, je ne veux pas me retrouver avec une procédure de diffamation, mais simplement, ce qu'on sait et qu'on peut dire, c'est que le système israélien est une bénédiction pour les gangsters. C'est-à-dire que le fait d'être juif fait que vous avez un accès
privilégié à la nationalité israélienne. Vous devenez citoyen d'Israël très simplement et très facilement. Donc, lorsqu'on a commis une infraction, et moi j'ai raconté dans un article une de mes premières affaires, c'était pour le compte de mon patron, c'était un commerçant du Sentier qui qui était poursuivi pour recel. Il avait comparu devant le tribunal correctionnel, il était prévenu libre, pas détenu libre, il était prévenu libre et l'affaire avait été mise en délibéré, il avait été condamné à une peine assez lourde d'ailleurs. Moi, en discutant avec mon patron, il m'avait dit qu'il savait très bien qu'il avait plaidé la relaxe, mais il savait très bien que le commerçant en question était coupable. Ça m'avait un peu fait sursauter, mais après, bon, j'ai compris un certain nombre de choses, mais il ne s'est pas présenté le jour du délibéré, et hop, le soir même, il a pris l'avion, et quand il a pris sa condamnation, il a filé en Israël pour attendre la prescription de la peine. Parce qu'il y a la prescription des infractions, mais également la prescription de la peine, parce que si on n'est pas poursuivi pour faire exécuter la peine dans un certain délai, si on n'y arrive pas, et ben après, cette condamnation, elle tombe. Donc, c'est un système, on va se protéger en Israël. Et pourquoi est-ce qu'on est protégé? Parce que une des règles internationales, mais qui est pratiquée, sauf quelques exceptions dans des cas particuliers, mais c'est qu'on n'extrade pas ces nationaux. Par exemple, toujours dans mes souvenirs, je me rappelle de quelqu'un que j'ai défendu, c'était un crime passionnel, il avait tué sa petite amie au Maroc, et ensuite il s'était rendu en France, il avait été arrêté en France, et on ne pouvait pas l'extrader au Maroc, mais il a été jugé en France et condamné en France. Bien. Donc, ce système, eh bien, tous les délinquants d'origine juive, ou qui peuvent en justifier, se précipitent en Israël pour se planquer. Et c'est ce qui s'est passé avec la plupart des protagonistes de cette opération de corruption, c'est qu'ils ont filé là-bas. Et qu'il leur arrivera pas grand-chose, parce qu'avant que la justice israélienne, vous savez, celle du pays, de la seule démocratie du Proche-Orient et la justice la plus morale du monde, qui met en liberté systématiquement tous les auteurs de meurtres dans les pogroms quotidiens de la Cisjordanie, ou bien qui absout sous les applaudissements de la foule les Israéliens, les soldats israéliens qui torturent dans les camps de prisonniers et qui torturent jusqu'à la mort. Donc, faut pas s'imaginer que le monsieur Timour machin chose, là, je me rappelle plus son nom, qui est parti, alors on nous dit 86 millions de dollars, mais attendez, on joue dans la cour des milliards là. Eh bien, bien évidemment, il ne sera jamais extradé. Il ne sera jamais poursuivi en Israël. C'est une plaisanterie. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant où on voit, mais c'est de plus en plus le cas, on voit le conflit en Ukraine et la question israélienne se rencontrer. Bon, petite vidéo sur une interview donnée par Dimitri Medvedev à Darius Rochebin. Alors, Darius Rochebin, moi, je veux dire, c'est quelqu'un qui me dégoûte profondément parce que, d'abord, il a un lourd passé, il a dû être exfiltré de Suisse pour des affaires de mœurs particulièrement délicates. Je suis très surpris d'ailleurs qu'il n'ait pas été poursuivi au plan judiciaire. Et depuis, il vient parader sur nos antennes et il y affiche son espèce de dégaine de crétin satisfait, là, avec ce sourire insupportable, il me révulse. Alors, il a interviewé Dimitri Medvedev. Alors, Dimitri Medvedev, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui est... Je ne sais pas comment ça se passe. Il a des responsabilités importantes dans le système russe. Il a été président de la République à l'époque où les mandats des présidents étaient limités à 2, donc il avait fait effectivement une espèce d'intérim. Il était Premier ministre, il a été élu président, Poutine est devenu Premier ministre, et après, à l'échéance du mandat de Medvedev,
Poutine a pu se représenter, il est redevenu président. Puis après, ils ont fait sauter cette limitation des mandats. En Chine aussi, ils l'ont fait sauter, ils l'avaient, les 2 mandats de 5 ans, étant entendu que, effectivement, dans ces 2 systèmes, qui ne sont pas des systèmes de démocratie libérale classique, on reviendra là-dessus, hein, sur la soi-disant supériorité de la démocratie occidentale quand on voit comment elle fonctionne aujourd'hui, et les différences avec les systèmes stables qui ne sont pas des dictatures. C'est ridicule de le dire, moi je connais pas mal la Chine, mais ce sont des différences, et ça ne veut pas dire que je serais très confortablement installé dans un système politique tel que le système chinois. Je ne parle pas de ce que je pourrais faire dans la journée, mais si je devais m'inscrire et avoir une vie sociale, un rapport à la cité dans un système comme le système chinois, c'est pas sûr que j'y sois à l'aise. Bon, actuellement, je suis pas très à l'aise dans le mien, hein, parce que notre démocratie a été bousillée par Emmanuel Macron. Donc, je reviens, Medvedev, c'est le gars qui provoque. Il provoque, il est assez marrant. Il n'est pas dénué de talent, avec Poutine qui est toujours mesuré, qui est toujours balancé, ils font le good cop, bad cop, le bon flic, le mauvais flic. Bon, et effectivement, c'est assez drôle, c'est assez populaire en Occident sur les réseaux, mais là, on va avoir une petite démonstration du racisme finalement. Parce que c'est du racisme, du sentiment de supériorité, de suprémacisme occidental de la part de Rochebin, qui est tout à fait insupportable. On se rappelle que beaucoup de dirigeants ont cru qu'ils allaient gagner contre les démocraties. Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Muammar Kadhafi, ils ont cru que les démocraties étaient faibles. À la fin, nous avons été les plus fortes. Est-ce que vous ne risquez pas de finir aussi comme cela ? Non mais vous vous rendez compte ce que ce type vient de proférer? Les démocraties ont été plus fortes. Saddam Hussein, il était un dictateur assez épouvantable d'ailleurs, hein, en Irak, mais c'était un pays qui était un pays souverain, qui était à l'ONU, et donc des gangsters, dont un vient de mourir, hein, Dick Cheney et tous les autres, et dirigés par George Bush, ont fait une guerre d'agression. Ils auraient dû tous être jugés et pendus. Ce sont des criminels. Le code de Nuremberg est très clair de ce point de vue-là. Hein. Et donc, ils se sont crus plus forts, ils ne se sont pas crus plus forts, ils se sont fait attaquer par une guerre d'agression qui a provoqué probablement dans tout le Moyen-Orient depuis 2003 plus de 4 millions de morts et 32 millions de déplacés. Hein. Et les démocraties ont été plus fortes. C'est une démocratie ça, monsieur Rochebin? Non, mais ça ne va pas, non? Hein. Et donc, alors, je vais reprendre parce qu'il y en a d'autres qu'il cite. Oui, allons-y. On se rappelle que beaucoup de dirigeants ont cru qu'ils allaient gagner contre les démocraties. Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Muammar Kadhafi, ils ont cru que les démocraties étaient faibles. À la fin, nous avons été les plus fortes. Nous avons été les plus fortes contre Milosevic, on l'a envoyé à La Haye, hein, et il y est mort, hein, et on n'a jamais pu le condamner, parce que c'était une imposture. Mais qui, en ce qui concerne la Yougoslavie, a attaqué, bombardé pendant 99 jours la Serbie, hein, Belgrade? Qui a agressé, qui a violé le droit international, a détaché le Kosovo de la Serbie pour faire un État voyou, un État de gangsters, de trafiquants d'organes, hein, mais parce que les Américains voulaient y installer une base. C'est pour ça. Donc, elles ont été plus fortes. C'est la démocratie, ça? Ah bah bravo, chapeau. Bon, et dites-moi, monsieur Rochebin, hein, elles ont été plus fortes contre les talibans? Les démocraties? Elles ont été plus fortes, elles sont parties en courant. Elles ont été incapables de battre, elles ont été battues. B-A-T-U. Si elles sont plusieurs en Afghanistan, par des éleveurs de chèvres et des jockeys de chameaux. L'expression n'est pas de moi et elle n'est pas du tout méprisante. Ni pour les talibans, ni pour les Houthis. Hein, les Américains, gardiens de la prospérité, ils ont fait une grande opération, ils ont envoyé le Gerald Ford, là, leur énorme sabot qui finira au fond de la mer, le porte-avions, hein, et là, pareil, des types en sandales, hein, qui les ont obligés à partir.
Ah oui, on s'est mis d'accord, j'ai fait la paix. Et Trump, ils sont partis en courant. Hein, et les Houthis ont fermé la mer Rouge. Je suis désolé, super forte les démocraties. J'insiste pour mettre démocratie entre guillemets. Mais quelle bêtise, quel racisme, cette façon de parler des gens. Et les Vietnamiens, j'allais les oublier, mes chers amis et camarades vietnamiens. Hein, les Américains ont perdu. Ah oui, mais non, on a gagné militairement. Ben non. Hein, ils n'ont pas gagné militairement, ça n'a aucun sens. Politiquement, c'est le Vietnam s'est libéré de la tutelle, d'abord de la colonisation française, ensuite de la tutelle américaine. Alors, parce que, en plus, ils ont dérouillé, hein. C'est-à-dire que on a déversé plus de bombes et d'obus sur le Vietnam que tous les théâtres de la Deuxième Guerre mondiale, monsieur Rochebain. Et il a fallu partir la queue entre les jambes. Vous voulez qu'on vous repasse la vidéo? J'aurais peut-être dû la préparer avec la fameuse photo où on voit les gens se précipiter vers les hélicoptères sur le sommet de l'ambassade américaine, où on voit quand ils déposent les gens sur les ponts des porte-avions américains, et comme il n'y a pas de place, tellement il y a de monde qu'il faut les pousser dans la mer. Hein. Et puis alors, plus récemment, il y a eu la catastrophe afghane. Ah ouais, on a gagné, démocratie. Hein. Vous allez voir ce qu'on va vous mettre, parce que c'est ce qu'il est en train de dire, Rochebain. Vous allez voir ce qu'on va vous mettre. Essaye seulement, imbécile. Est-ce que vous ne risquez pas de finir aussi comme cela? Oui, les parallèles sont un peu douteuses, mais bon, personne n'a jamais dit que la démocratie était un mauvais système. Si on regarde ce que Francis Fukuyama, par exemple, a dit là-dessus, la démocratie libérale n'est pas le point final du développement de l'humanité. Et nous en avons vu déjà des preuves. Si c'était bien le cas, depuis longtemps, dans tous les pays, cette forme d'administration régnerait. Mais on peut voir les fruits de l'imposition de ce modèle en Libye, en Syrie et dans toute une série d'autres questions qu'on voulait repenser à la manière occidentale. Donc, oui, je ne suis pas sûre que cette association que vous avez a un rapport avec la Russie. Et autre chose, chaque pays suit en fait son propre cours d'évolution, de développement. La Russie, c'est un pays qui a une histoire de plusieurs millénaires, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité avec des capacités nucléaires parmi les plus grandes au monde. Et oui, je suis sûre que nous aurons toujours la possibilité de nous défendre. Alors, je vais revenir sur une défaite américaine en renvoyant ceux qui nous regardent. Vous êtes sur YouTube pour regarder cette vidéo. Essayez de trouver une vidéo extraordinaire qui raconte, mais en documentaire, avec des témoignages, avec des films qui ont été filmés par des reporters de guerre, de ce qu'on appelle la bataille de Chosin, la bataille du déversoir. Il y a eu un film chinois à grand spectacle, hein, ça se passe pendant la guerre de Corée. Donc, pour ceux qui ont vu le film à grand spectacle, je les invite à aller voir ce documentaire dans un cadre qui s'appelle l'American Experience. C'est extraordinaire parce qu'on a ces témoignages, on a ces témoins interrogés, hein, et on a en contrepoint les images, parce qu'il y avait des reporters de guerre qui ont fait des films, parfois en couleur, parfois en noir et blanc, et qui racontent en détail toute cette défaite américaine. Ils ont pris une branlée, les Américains, dans la guerre du Vietnam. Il y avait MacArthur, qui était une espèce de fou dangereux, qui était proconsul du Japon. Et quand il y a eu la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, il est intervenu, et c'était en 1950. C'était un an après la prise du pouvoir par Mao. Et donc, il a voulu, dans la guerre qui était menée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et où les Américains étaient à la manœuvre pour le Sud, il a voulu se rapprocher de la frontière entre la Corée et la Chine, hein, pour foutre en l'air le système Mao. Et donc, le nouveau régime.
Et ils sont partis là, flamberge au vent, et ils se sont ramassés une tôle. Le film chinois à grand spectacle raconte ça. Bon, c'est un peu hollywoodien hein, dans la forme, mais le documentaire, pour ce qui me concerne, je le trouve plus intéressant. Et on voit bien ce qu'il en est, la mégalomanie de MacArthur. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire, MacArthur, après? Il a voulu, quand il a vu qu'il avait pris cette défaite, il était tellement humilié et qu'il ne pouvait pas renverser le régime maoïste, eh bien, il a préconisé d'atomiser toute la frontière chinoise avec 80 bombes nucléaires pour la rendre inhabitable et infranchissable à cause des radiations. Hein. Et c'est Truman qui a dit non mais ça va pas et qui l'a foutu dehors. Hein, heureusement. Hein. Donc voilà, ça c'est les démocraties fortes, Monsieur Rochebin. Alors, en ce qui concerne la Russie, mais comment ose-t-il dire ça à la Russie aussi? Bon, cette cartouche, c'est pour dire du mal, mais c'est aussi pour faire part de quelques réflexions. Je rappelle quand même que après la révolution d'octobre, après effectivement l'installation des bolcheviks au pouvoir, il y a eu une guerre civile très difficile, très dure. Mais il y a 16 pays occidentaux qui sont intervenus pour essayer de renverser la révolution russe. 16 pays, dont les Américains, qui ont occupé une partie de l'Extrême-Orient, etc. Ensuite, il y a eu l'ostracisme contre ce pays. Il y a eu le refus catégorique de s'allier avec eux pour s'opposer à la montée du nazisme. Il y a eu ensuite la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, où au prix de 25 millions de morts, ils ont cassé les reins du nazisme. C'est eux qui ont gagné cette guerre-là et qui nous ont permis d'être libérés du nazisme. Mais après, il y a eu la guerre froide. La guerre froide, c'est une initiative américaine au départ. C'est une initiative américaine. Je vous invite à aller lire les bons livres d'histoire qui montrent bien la complexité et comment, à nouveau, cette guerre froide a effectivement activé l'espèce de paranoïa. Et qu'on peut comprendre, vu ce qu'ils ont pris en Deuxième Guerre mondiale, cette paranoïa russe. Et donc, les pays socialistes, Pologne, les pays d'Europe centrale, n'étaient qu'un glacis. C'était un glacis protecteur. Et après la chute de l'Union soviétique, la guerre froide qui a été très difficile aussi, hein, de part et d'autre, mais qui a été difficile pour la Russie. Après la chute de l'Union soviétique, ça recommence. Ça recommence. Il y a eu d'abord la mise en coupe réglée de ce pays dans les années 90. Après, on a eu à nouveau la volonté de démanteler la Russie. C'est là où on s'aperçoit que c'est une très vieille histoire. Pour les anglo-saxons, il y a eu le discours, l'extension bien évidemment de l'OTAN, le discours de 2007 de Poutine qui a dit mais arrêtez, hein. Il y a eu ensuite les révolutions de couleur dans les pays limitrophes. Auparavant, c'était l'Union soviétique, ces pays. Ils sont devenus indépendants, hein, et l'Occident a essayé d'en prendre le contrôle pour agresser la Russie. Il y a eu 2014, le coup d'État. Quand on vient de dire qu'il y a une guerre d'agression de la Russie, c'est pas sérieux. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est pas un beau matin Poutine qui est venu à son petit déjeuner en disant oh, tiens, aujourd'hui j'ai décidé d'envahir l'Ukraine. C'est grotesque de présenter les choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Rochebin, hein? Aujourd'hui, la défaite est consommée. La défaite est consommée. Et je ne me réjouis pas de ça, parce que nous, on va le payer cher. On va le payer cher. Hein. J'ai été avec d'autres parmi ceux qui ont dit mais non, il faut arrêter de dire des bêtises, il ne faut pas s'engager dans cette voie, avec Emmanuel Todd, avec d'autres. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette désinformation que dont LCI nous bombarde? Non, ce n'est pas l'intérêt de mon pays. Je maintiens cette ligne-là. Ce n'est pas vive la Russie et la Russie va gagner. On a dit attention. La Russie va l'emporter parce que vous êtes emmanché dans une affaire ingagnable. Hein. Donc, le problème, il est bien celui-là. Et quand ce monsieur Rochebin vient dire « Ah oui, mais les démocraties, elles sont fortes, vous ne pensez pas qu'il va vous arriver ça ?» Il est en train de se passer le contraire.
Hein. Les États-Unis ne savent pas comment se débarrasser du boulet et ils vont faire comme il faut. D'habitude, les démocraties si fortes, la démocratie si forte, ils vont se barrer en courant. Hein, selon la belle citation de Kissinger, hein, être l'ami des États-Unis n'est pas facile, être l'ennemi des États-Unis n'est pas facile et dangereux, être l'ami des États-Unis est fatal. C'est exactement ça. Hein. Donc, enfin, il est gentil, Medvedev. Hein. Il est gentil. Hein. Et puis moi, bon, personnellement, quand je vois que Tolstoï et autres, là, tous ces gens qui viennent, qui acceptent les invitations d'LCI, ça m'exaspère, quoi. Ça m'exaspère. Ah oui, c'est facile. Là, vous êtes à Moscou, vous êtes tranquille, vous avez votre puissance, vous êtes en train de gagner. Nous, on rame dans nos pays. Vous savez très bien que nos pays sont en train de se casser la gueule, que les crises politiques sont là. Hein, et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous passez les plats, vous allez cautionner, vous allez introniser comme interlocuteur valable des Rochebain. Ça m'énerve, ça. Bon, donc, dès lors que je croise certains amis russes, je ne me gêne pas pour le leur dire. Voilà, bon. Bon, écoutez, je viens d'aller faire un petit tour quand j'avais suspendu l'enregistrement, sur les petites vidéos que j'avais mis de côté. Il y en avait encore deux ou trois, mais l'actualité va trop vite. Donc voilà, je pense que celles que j'avais envisagées, elles ont déjà été vues et revues. Il y a naturellement l'intervention du colonel Soja, là, de Fabien Mandon au Congrès des maires, c'est n'importe quoi. Il y a d'autres choses encore. Et donc, mais bon, tout ça fait l'objet de débats actuellement. Au moment de conclure, et je vais conclure là, ne vous inquiétez pas parce que j'étais, comme d'habitude, 10 fois trop long. Mais clairement, je pense que la farce de la soi-disant vente des Rafales, l'intervention de Fabien Mandon venant dire il faut que nos enfants meurent et il faut que vous vous serriez la ceinture pour donner de l'argent à Zelensky, parce que c'est ça que ça raconte, hein, pas autre chose. Et puis il faut surtout garder Macron et le macronisme. Ça a été une belle connerie, quoi. Hein, je veux dire, là, tout d'un coup, les uns et les autres se sont rappelés qu'ils avaient un pays, que le psychopathe de l'Élysée était en train de détruire. Ils ont, les uns et les autres, fait des interventions. Ils ont retrouvé la stature et le sens de l'État. Je pense naturellement à Mélenchon, je pense à euh, Ségolène Royal, qui me surprend. Il y en a quelques autres. Il y a ceux qui se taisent, et puis il y a naturellement ceux qui montent à l'assaut. Mais ceux-là, c'est les plus putrides, quoi. C'est les plus visqueux qui montent. J'ai pas vu si la limace à nous qu'on a, c'est-à-dire François Hollande, avait dit quelque chose. Mais bon, tout ça est sans importance. C'est une espèce de mousse qui va quand même finir, espérons-le, par se dissiper. On va pouvoir se débarrasser de cette caste et on va pouvoir mettre fin au cauchemar. À bientôt.